Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast des plongeurs Padawan. Bonjour à tous, aujourd'hui nous accueillons Johan Schies, qui est biologiste marin et chargé de projet chez Andromède Océanologie. Alors Johan, on s'était rencontrés il y a 2 ans, quand j'avais fait un stage chez Andromède et on avait passé pas mal de temps ensemble, notamment pour l'application Donia, dont tu vas nous parler un peu plus tard. Mais avant de parler de Posidonie, du projet Repic et de l'application Donia, on aimerait que tu nous parles un petit peu de toi. Est-ce que tu peux te présenter et nous raconter ton parcours étudiant et professionnel? Avec plaisir, bonjour à tous les deux. Alors, mon parcours étudiant, on va dire qu'il a commencé au lycée. J'ai fait un lycée agricole, donc j'ai fait de l'écologie et de l'environnement à ce moment-là. Et c'est, on va dire, le premier électrochoc que j'ai eu. Ça m'a permis de mettre un premier pied dans la science appliquée à l'environnement et à la protection. Et après ça, je me suis dit que je voulais faire de l'écologie, mais je savais pas vraiment dans quel domaine. Et j'ai eu la chance de beaucoup voyager en fait avec ma famille quand j'étais plus jeune et de faire du palmastuba. J'avais pas encore fait de plongée à l'époque, mais j'avais été déjà bien sensibilisée par mes parents à ce monde-là. Et donc j'ai en fait fait du bénévolat en Polynésie à la fin de mon bac. Et j'ai travaillé dans une association de protection de l'environnement et des tortues marines. Et c'est là où j'ai rencontré pour la première fois des biologistes marins. Et à la fin de mon séjour, je me suis dit, bon, bah, c'est vraiment, c'est ça que je veux faire, je veux faire tout comme eux. Donc, je suis partie à la fac. Mes 2 premières années, je les ai fait à Lyon, en licence, en sciences de la vie, où là, j'ai fait beaucoup de sciences éthiques, de bioéthique, on appelle ça. Donc, c'est ce qui te permet de savoir, en gros, jusqu'à où tu peux manipuler le vivant, quelles sont les règles, en fait. Et après, en 3e année, je suis partie à La Rochelle pour me spécialiser en biologie marine et j'ai fini ma licence là-bas. Là, j'ai fait d'autres stages dans d'autres milieux et je me suis doucement spécialisée dans l'impact de l'humain sur l'environnement marin. Et j'ai continué à La Rochelle faire mon master là-bas sur d'autres sujets, d'autres thématiques. Et voilà, j'ai décroché le master à La Rochelle en 2021. Et après ça, j'ai fait 1 an en tant que chargée de projet scientifique dans une association avant d'être finalement arrivée jusqu'à chez Andromède, où je suis maintenant chargée de projet pour Donia et pour Repic en particulier. Bien évidemment, en parallèle de tout ça, tu es aussi plongeuse. Donc Gabin a quelques questions à te poser. À quel âge as-tu commencé la plongée? Alors mon baptême de plongée, je l'ai fait en Méditerranée, je devais avoir 14 ans, je pense. Et mon niveau 1, je l'ai passé à 17 ans. Donc j'ai commencé tard la plongée. Quel niveau de plongée as-tu? Alors aujourd'hui, en niveau loisir, j'ai un niveau 3. Je me suis arrêtée là. Et après, j'ai des niveaux professionnels. Donc je suis classe 2B et je plonge aujourd'hui en recycleur. Quelle a été ta plongée la plus longue et la plus profonde? Alors, ma plongée la plus profonde et ma plongée la plus longue sont pas les mêmes plongées. Ma plus profonde, je l'ai fait à 58 mètres. Et ma plus longue, elle a duré 2 heures et demie. Waouh! Combien as-tu fait de plongées? Est-ce que tu continues à les compter? Alors, je me souviens qu'on en avait parlé ensemble et qu'à ce moment-là, j'étais encore assez assidue. Et je l'ai compté. Là, j'avoue que cette année, j'ai commencé un peu à être mauvaise élève. Donc, j'ai un peu arrêté, j'avoue, depuis que je suis plus longtemps sur le terrain et sur les missions. Je saurais pas vraiment te dire, j'ai dû en faire, je sais pas, peut-être 250, 300. Voilà, quelque chose comme ça. J'avoue que je les compte plus trop, donc je sais pas. Tu as déjà eu une panne d'air en plongée? Non, j'ai jamais eu de panne d'air en plongée. J'en ai vu une. J'en ai assisté entre guillemets une. Enfin, c'était dans ma palanquée, mais moi j'en ai jamais fait. Quand j'avais fait mon stage avec vous, j'ai pu découvrir qu'en fait, dans l'équipe, il y a une majorité de filles, donc chez Andromède. Et Antonin nous disait dans une précédente émission que vous continuez toutes vos formations, recycleurs, trimix, etc. Et il me semble d'ailleurs que toi, tu as récemment obtenu une nouvelle certification. Mais on se demande quand est-ce qu'on verra l'une de vous comme plongeuse au milieu des garçons dans un film comme ça. Bah, on se pose toutes la même question, je pense. C'est vrai qu'on est plusieurs filles à vouloir évoluer, en tout cas dans le milieu de la plongée et de la plongée technique. Après, dans les Gombessa,
En tout cas, dans le dernier qui va bientôt sortir, vous allez quand même voir aussi une femme, hein. Il y a Michel Leduc qui travaille aussi avec Andromède et qui est plongeuse 3B et qui plonge en recycleur également, qui a fait des plongées avec eux. De notre côté, à Andromède, on continue à se former, on continue sur les missions à prouver qu'on en veut aussi. Et puis petit à petit, j'espère en tout cas que d'ici quelques années, je pourrai aussi en faire partie, hein. Je peux pas te dire quand, mais j'y travaille activement. Super. Avant de revenir à ton travail au sein d'Andromède, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est la Posidonie et pourquoi c'est si important de la préserver en Méditerranée? Alors la Posidonie, c'est une plante à fleurs marines. On la confond souvent, on dit souvent que c'est une algue, mais c'est pas le cas, c'est vraiment une plante. On la retrouve qu'en Méditerranée. On dit que c'est une espèce endémique. Il y a aussi une espèce de Posidonie qui existe en Australie, mais c'est pas la même. Celle-ci, elle est vraiment particulière. Celle qu'on a chez nous, c'est Posidonia oceanica. Elle est extrêmement importante parce qu'en fait, elle va avoir différents rôles, différents services qu'elle va rendre à l'homme. Les principaux, ceux dont on parle le plus souvent, c'est qu'elle va produire de l'oxygène, elle va aussi capter le carbone en profondeur. Elle protège la côte de l'érosion, elle va avoir un effet aussi stabilisant au niveau de la houle. Elle fournit un habitat de nombreuses espèces. On en compte plus de 1000 pour les espèces animales et près de 400 pour les espèces végétales. En tout, il y en a une vingtaine, 27. Ce sont des rôles qui sont très importants, qui sont même aujourd'hui évalués économiquement. On donne une valeur à ces rôles-là qui est très très importante, qui fait partie d'une des plus importantes et des plus fortes des écosystèmes. Tous les écosystèmes compris, hein, plus fortes que les forêts tropicales et même que les récifs coralliens. Donc voilà, c'est une plante qui est très très importante, qui est aujourd'hui menacée par différents impacts anthropiques, donc causés par l'homme. Et on travaille pour sensibiliser à ça, pour la protéger, parce qu'en plus, c'est une espèce qui a un taux de croissance qui est très faible. Donc ça veut dire que ce qu'on perd aujourd'hui, on ne le retrouve pas à notre échelle à nous. Donc voilà, c'est une plante qui est très importante à protéger et qui nous rend de nombreux services. Donc il faut la traiter avec le plus grand soin. Et donc, est-ce que tu pourrais nous expliquer la différence entre une plante marine et une algue? Alors oui, une plante marine et une algue, déjà, en fait, au niveau de leur physiologie, elles sont pas du tout faites de la même façon. Une plante, c'est ce qu'on disait, elle va avoir un système racinaire, elle va avoir des tiges, elle va faire des fleurs, des fruits. La Posidonie, elle a des fleurs et des fruits. Et elle va souvent aussi avoir un moyen de se reproduire grâce justement à ses fleurs et ses fruits. Donc, une reproduction sexuée ou asexuée, mais voilà, elle va avoir une reproduction avec ces systèmes-là. Alors qu'une algue va pas avoir de fruits, elle va pas faire de fleurs, elle va plutôt avoir une reproduction par clonage en fait, directement par ses cellules. Donc elles fonctionnent pas de la même manière, elles font toutes les deux de la photosynthèse. Mais par contre, voilà, une plante marine, elle va vraiment avoir tout ce que tu retrouves sur une plante terrestre, les fleurs, les fruits, les feuilles. Donc, chez Andromède, justement, vous travaillez beaucoup à la restauration de l'herbier de Posidonie, par exemple avec le programme Repique et à sa préservation grâce à l'application Donia. On va commencer par Repique. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consiste ce programme? Oui, alors REPIC, c'est un acronyme un petit peu tordu, mais c'est restaurer la Posidonie impactée par l'ancrage. C'est un programme de restauration, comme tu l'as dit. Donc l'idée, c'est qu'on va venir récupérer ce qui a été arraché par l'ancrage des bateaux, parce que c'est un peu de ça qu'on parle aujourd'hui. Dans la Posidonie, elle souffre énormément de ça. En plongée sous-marine, on récupère dans des sacs des morceaux de Posidonie qui sont arrachés par l'ancrage. On va venir sur le bateau les préparer. On appelle ça l'agrafage. On met une agrafe, donc une espèce de longue tige métallique, autour des fragments. Ça va lui donner un tuteur, en fait. Ça va lui permettre après de rester dans le sédiment. Et après, à la main, en plongée, on va venir la repiquer, donc la replanter dans le sédiment. L'idée, en fait, c'est de donner une dynamique à cet herbier-là, à l'aider à reprendre dans des zones où il a existé, mais aujourd'hui où il a disparu. Repique, c'est un programme qui existe depuis 2019. C'est un programme qui fonctionne très bien, qui est très encourageant. Mais effectivement, même si c'est important de montrer qu'il y a des programmes de restauration qui fonctionnent et qu'on peut engendrer une reprise de ces herbiers-là, l'idée première, c'est de dire qu'il faut protéger. Que c'est pas parce qu'on est capable de réparer entre guillemets nos bêtises, parce qu'en vrai on répare pas. Hein, ce qu'on fait avec Repique, c'est très bien, mais par rapport à ce qui est arraché, c'est minime. C'est vraiment un travail de fourmi. L'idée, c'est de dire ok, on est capable de restaurer, c'est chouette, on fait quelque chose, mais par contre, il faut qu'on protège ce qu'on a en amont. Et c'est là où Donia intervient. Pour limiter l'impact des activités humaines sur la Posidonie, vous avez développé une application qui est gratuite et qui s'appelle Donia, qui permet de repérer où jeter l'ancre en Méditerranée
Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu la genèse de ce projet et toutes les étapes qui ont été nécessaires, à sa réalisation? Alors oui, Donia, en fait, c'est un gros, gros projet pour Andromède, parce que c'est aussi finalement un des plus vieux. La Posidonie, chez Andromède, ça fait partie un peu de nos bébés. Ça fait maintenant plus de 20 ans qu'on la cartographie. En fait, au tout début, Andromède a été chargé de montrer où se trouvait la Posidonie en Méditerranée, et puis d'évaluer surtout sa santé, savoir comment ça se portait en Méditerranée. Donc on a commencé à faire de la cartographie. Pour ce faire, la cartographie, tu as besoin de faire énormément de sorties en mer où on va faire du sonar. Donc le sonar, c'est une machine que tu tractes derrière le bateau et qui fait de l'image, mais à partir d'un son. Ça fait pas des photos. Ça envoie du son sous l'eau et puis quand ça revient à la machine, ça te donne une image avec des textures, des couleurs particulières. Et après, à partir de ça, on est capable de dire, ok, bah alors cette couleur, cette texture, c'est de l'herbier de Posidonie, ça serait plutôt du sable. Mais au début, il fallait aussi qu'on sache qui est quoi. Et donc, l'idée, ça a été aussi de tracter un plongeur. Il y a eu des grosses périodes de plongeurs tractés également. Donc, on avait un plongeur relié à la surface, tracté derrière le bateau, et puis on allait dire, ok, bah là, ce qu'on voit, c'est de l'herbier, là, ce qu'on voit, c'est du sable, là, ce qu'on voit, c'est de la roche. Et ça a fait ce qu'on appelle des réalités terrain. Antonin nous avait parlé de ça et de quelques petites choses qui leur étaient arrivées pendant ces Oui, ces épisodes. bah, Antonin fait partie de ceux qui ont fait beaucoup, beaucoup de plongeurs tractés. Et aujourd'hui, quand on en parle, apparemment, ça fait partie de ses meilleurs plongées. Il a adoré faire de la plongée tractée. Donc voilà, il fait partie de ces gens qui ont permis aussi de faire des vérités terrain. C'est quelque chose qu'on continue de faire. Mais ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que la cartographie, c'est vraiment un gros travail parce que ça demande beaucoup de moyens déployés en mer, ça demande des moyens humains et ça demande des compétences derrière. Parce qu'une fois que tu as ces vérités terrain et que tu as ces images un peu abstraites, bah, y a quelqu'un qui va venir dessiner à la main ces cartes-là. Et ça, c'est très très long. C'est Agathe qui s'en occupe, que tu connais aussi. Moi, j'aime bien parler d'elle parce que quand même, c'est un gros gros travail. Ça lui prend beaucoup de temps. Elle estime qu'environ 1 mois passé en mer pour faire de la cartographie. Derrière, elle a 6 mois de traitement où elle va dessiner à la main la carte que tu peux voir sur Donia. Donc tout ça pour dire qu'au final, on s'est retrouvé avec toute la cartographie de la Méditerranée en se disant bah c'est super, on est capable de dire où est la Posidonie, où est le sable. On voit qu'il y a des endroits où on perd de la Posidonie parce que bah, énormément de tourisme, énormément de bateaux, voilà. Donc arrive ce qui arrive, on détériore ces endroits-là. Bah, qu'est-ce qu'on peut faire en fait de tout ça? Comment on peut aider les plaisanciers à faire autrement? Et à ce moment-là, on avait la sortie des premiers téléphones avec GPS et tout ça, donc est venue l'idée de faire une application, de mettre à disposition ces cartes-là aux plaisanciers. Donc c'est ce qui a été fait avec Donia. Bon, il faut s'imaginer qu'une équipe de biologistes marins qui veut mettre une application mobile, au début c'était un peu compliqué, c'est pas notre cœur de métier. Mais voilà, Donia a vu le jour en 2013 à la base, mais c'est depuis 2017 que vraiment bah, y a eu un tournant avec une refonte totale de l'application et aujourd'hui tu as une appli qui est stable, qui est mise à jour régulièrement puisqu'on continue à faire de la cartographie, on continue à suivre les endroits qui sont particulièrement impactés le plus possible. Et donc, on va la mettre à jour régulièrement et dessus, tu vas avoir de nouvelles possibilités. Typiquement, on l'a ouvert beaucoup à la plongée aussi, puisque, bah, comme tu l'as dit, chez Andromède, on est tous plongeurs, donc on aime bien pouvoir partager nos spots de plongée, pouvoir dire où on a vu quoi. Donc, c'est possible aussi dans Donia. Tu peux noter tes observations, tu peux regarder les spots de plongée, tu peux même voir des photos de Laurent. Voilà, l'idée, c'est aussi d'apporter un maximum d'outils aux plaisanciers. Donc, tu as beaucoup de choses pour le mouillage, pour les alertes quand les personnes sont ancrées pour être sûr que si jamais elles dérapent ou quoi, elles soient averties. Voilà, c'est une application qui a beaucoup évolué. Mais l'idée, c'est que voilà, tu as ton bateau, tu veux aller ancrer, et bah t'ouvres Donia, tu regardes ce qu'il y a en dessous de toi et tu es capable d'aller ancrer en dehors de la Posidonie en trouvant la petite tache de sable. Donia, c'est vraiment le Waze de la mer. Il te dit où tu es en temps réel et toi, tu choisis où ancrer. Et est-ce que vous voyez, une augmentation du nombre, d'utilisateurs au fil des années? Ouais, alors on a eu une grosse augmentation justement depuis 2017 où l'application elle a été refaite. Là aujourd'hui, on a plus de 73 000 utilisateurs. C'est quand même pas mal. On Ouais. continue à en parler, on continue à faire en sorte qu'elle soit plus utilisée. C'est sûr que par rapport au nombre de bateaux, ça peut paraître entre guillemets faible finalement, mais en fait on a une communauté qui est assez active et on est capable aujourd'hui de voir la différence entre ceux qui utilisent Donia et ceux qui l'utilisent pas, puisqu'on surveille aussi l'ancrage, on est capable de dire qui ancre où. Et on voit qu'il y a un vrai changement de comportement de la part des utilisateurs, donc ça c'est chouette et c'est très encourageant aussi.
Alors, je reviens juste sur Repique. Est-ce que tu as des chiffres à nous donner? Est-ce que vous comptabilisez, par exemple, le nombre, de pieds que vous repiquez ou la superficie, Alors oui, oui, on vient de finir la mission, donc tu vas avoir des chiffres, assez neufs. L'année dernière, on était à 2 000 m² restaurés depuis 2019 et là, cette année, on a réussi à en restaurer pratiquement 1 500. Ouais. Donc ça veut dire que maintenant, de par le fait qu'on a la méthode, en fait, qu'on sait comment faire et qu'on a évolué à ce niveau-là et que l'équipe est aussi un peu toujours la même, on sait comment faire, on sait comment ça fonctionne, donc on est hyper efficace. On a été particulièrement efficace, on est assez fiers de ça cette année. Ouais. Donc on est à plus de 3 500 m² restaurés. Au niveau de ce qui a été repiqué, cette année on a repiqué donc 216 548 faisceaux. Donc tu sais, les faisceaux, ce sont les endroits où il y a les départs des feuilles. Et ça fait 25 804 fragments en une année. Il y a plus de 25 000 morceaux de Posidonie qui ont été repiqués là pour l'année 2024. C'est énorme. C'est énorme, on est vraiment content des résultats qu'on a eu cette année. Ah Et bah, puis, ouais, vous pouvez être on fiers. va continuer comme ça, hein. L'année prochaine, on y retourne. Et puis, on commence à avoir une belle petite forêt de Posidonie. Il y a eu une très forte hausse du nombre, de faisceaux repiqués. Est-ce que c'est juste, dû à une meilleure expérience parce que donc, bah, au fur et à mesure, vous savez mieux comment repiquer? Ou, est-ce que vous avez, aussi changé de méthode? Et ben, un peu des deux, effectivement. Déjà, depuis 2019, on a essayé pas mal de choses parce que Repique, c'était aussi un programme expérimental. Ça avait jamais été fait, donc il fallait qu'on teste différentes méthodes et qu'on voit ce qui fonctionne le mieux. Et il y a aussi des observations qui ont été faites sur le milieu naturel. Par exemple, grâce au suivi des herbiers, on a vu qu'il y a certains endroits où on avait des patchs, des îlots de Posidonie qui avaient fini par se rejoindre. Ça a notamment été lié là dans une publication d'un de mes collègues, Thomas, que tu avais vu à Andromède, qui a lié aussi ça à une meilleure qualité de l'eau. Aujourd'hui, il y a un suivi des stations d'épuration aussi, donc il y a une attention particulière qui a été mise sur ce genre de sujet. On a vu qu'il y avait une reprise de ces herbiers en patch, donc nous, pour Repique, on le faisait déjà. On avait commencé, grâce à ces observations-là, à repiquer dans des cerceaux. Et on a augmenté effectivement le nombre de fragments qu'on repique dans ces îlots-là, en prenant exemple sur l'herbier naturel, où on a vu qu'en moyenne, il y avait X faisceaux de Posidonie dans 1 m². Et donc, on a essayé de faire pareil parce que l'année dernière, on avait une technique différente. Donc, cette année, on l'a améliorée encore une fois. Et l'idée, ce serait que ces petits îlots de Posidonie, d'ici 20 ans, ils viennent se rejoindre comme ça a été fait pour l'herbier naturel et que du coup, ils comblent le vide qu'il y a entre eux pour recréer l'herbier. Ce qui, en fait, à l'échelle, naturellement, aurait peut-être pas été possible avant 100 ou 200 ans, peut-être. Ça réduit vachement le temps De de reprise de l'herbier, ouais. En fait, même la question, c'est est-ce que naturellement il aurait repris à ces endroits-là? Parce que c'est tellement long et c'est tellement, voilà, abîmé que sans ce coup de pouce, on n'est pas vraiment sûr non plus qu'il y aurait une reprise sur ces endroits. Est-ce que tu pourrais nous parler de Donia Mooring, donc pour les gros bateaux dans la Méditerranée? Parler de Donia Mooring, en gros, il faut aussi prendre conscience que on travaille énormément avec la préfecture maritime, avec les autorités, qui heureusement ces dernières années ont aussi beaucoup pris conscience de ce qui se passait pour la Posidonie et qui font beaucoup de choses, hein. Il faut aussi saluer ce travail-là. La réglementation, elle a évolué et il y a eu un arrêté en 2019, donc une nouvelle loi qui est passée et qui interdit les grosses unités, donc les gros yachts à partir de 24 mètres, de venir ancrer près de la côte, donc particulièrement au niveau de la Côte d'Azur où il y a énormément de monde l'été, hein, parce que voilà, c'est un endroit qui est attractif, où le tourisme prend une grosse part. Donc à partir de 2019, ces bateaux-là n'ont plus le droit de venir trop près de la côte. Et comme tu le sais peut-être, ou tu t'en rappelles en tout cas, la Posidonie, elle pousse entre environ 0 et 40 mètres, parce qu'après, elle a plus assez de lumière. Donc voilà, les bateaux, logiquement, ces grosses unités-là n'ont plus le droit de venir près des côtes, donc aux endroits où il y a de l'herbier. Je devrais pas dire herbier, je devrais dire forêt d'ailleurs. On s'est dit que maintenant on disait plus herbier. Donc ils n'ont plus le droit de venir aussi près des forêts de Posidonie. Et ça, déjà, c'était une grande victoire, mais forcément, ça pose aussi des problèmes, parce que l'idée, c'est pas non plus d'empêcher les gens d'aller sur l'eau. Nous-mêmes, on le fait, on est heureux de le faire, mais par contre, il faut le faire d'une manière plus respectueuse, plus consciente. Et donc, forcément, le yachting a demandé à ce qu'on mette en place des solutions
pour leur permettre aussi de continuer de venir, de pérenniser le tourisme sur la Côte d'Azur. Et puis, économiquement, c'est très important aussi pour la France, hein. Le yachting, il prend une grosse part. Donc, ont été imaginés des coffres d'amarrage. Ça existe déjà, hein, les bouées d'amarrage, t'en as déjà certainement vu, mais si tu veux, ce sont des gros blocs de béton qu'on coule sur le fond, où est attachée une bouée en surface, et les bateaux vont venir accrocher là plutôt que jeter l'ancre. Là, l'idée, c'était de pouvoir le faire dans des endroits où les yachts n'ont plus le droit d'aller, mais de faire une structure sur le fond qui n'a pas cet impact-là, cet impact de poids, et où l'herbier va pouvoir aussi reprendre dans ces endroits-là. Donc Andromède a créé Donia Mooring. C'est une bouée d'amarrage qui est totalement innovante, autant sur son ancrage sur le fond, parce que c'est quelque chose de très aéré, c'est vraiment une structure un peu en forme d'araignée, où sur le fond, il va y avoir de la place pour que l'herbier reprenne, et en même temps qui est sécurisée, parce qu'en fait, elle va puiser assez profond. Je crois que c'est 5 ou 6 mètres de profondeur. Tu as des bras en acier qui vont dans le sédiment, mais tu n'as pas un poids ni une traction. Et en fait, en surface, c'est une bouée totalement moderne, on va dire, qui use de la technologie, puisqu'elle est reliée à l'application Donia. Et tu vas pouvoir, sur l'application, venir réserver ta bouée, comme si tu réservais une place de parking. Et au moment de ta réservation, tu vas devant la bouée, tu cliques sur un bouton, et en fait, la bouée elle a un système d'ouverture, ça va s'ouvrir, et ça va permettre de dégager un anneau d'amarrage sur lesquels le yacht va pouvoir venir s'accrocher. C'est totalement novateur. Ça va permettre aux yachts de venir dans des endroits où ils n'ont plus le droit d'aller, d'avoir une proximité à la côte, et en même temps de ne plus avoir à jeter l'ancre, donc éviter l'impact sur l'herbier. Et aussi, c'est un service payant, donc l'idée c'est de rendre aussi ça conscient pour eux. Donc on fait en sorte de leur expliquer à chaque fois ce qu'est la posidonie, et puis de reverser une partie de ce qui est alloué à la location de la bouée à Repic. Comme ça, ils participent aussi à la restauration de l'herbier. Et donc, est-ce que les propriétaires ou les équipages de yachts jouent le jeu? Alors, forcément, c'est quelque chose qui est long à mettre en place. Ça a 2 ans maintenant, Donia Mooring, donc c'est assez neuf, comme la réglementation. Il y a énormément de gens qui n'étaient pas d'accord avec cette réglementation-là, hein. Forcément, quand tu enlèves des libertés, c'est toujours un peu compliqué. Mais on voit de plus en plus de personnes qui l'utilisent, qui en sont contents. On a des bons retours. C'est beaucoup de bouche à oreille, parce que les capitaines, ils parlent beaucoup ensemble aussi. Cette année, on a eu beaucoup plus de monde que l'année dernière. On augmente aussi à chaque fois un peu les services qu'on peut rendre. On est à l'écoute aussi des besoins, en fait, du yachting. Donc ça évolue, ça continue de faire son chemin. On a des capitaines quand même qui sont sensibles aussi à ça, qui s'intéressent et qui vont poser les questions. Donc c'est assez chouette. Je peux pas te dire que c'est la grande majorité, mais voilà, la sensibilisation, elle se fait aussi là. Et je pense que quand même, il y a beaucoup de personnes qui sont contentes de cette solution, et ça va aller vers le mieux, j'espère. Est-ce que ces bouées, elles sont disponibles uniquement en France, en Méditerranée ou aussi à l'étranger? Alors aujourd'hui, elles sont disponibles qu'en France, et particulièrement sur la Côte d'Azur, dans les endroits où nous, on a pu observer grâce à la cartographie des grosses régressions, et puis les endroits où du coup, ils n'ont plus le droit non plus d'ancrer aujourd'hui. Donc tu en as à Beaulieu-sur-Mer, à Cannes et à Golfe-Juan. Ce sont 3 des endroits où les yachts viennent le plus en période estivale, et où les besoins se faisaient sentir. Mais après, on espère que si Donia Mooring apporte de bons résultats, et que ça intéresse aussi peut-être des privés d'autres endroits, des villes, on pourra aussi équiper d'autres baies des bouées. On sait pas encore. Il y a un vrai gros travail de sensibilisation, une prise de conscience aussi des plaisanciers, ce qu'on disait tout à l'heure avec les affaires maritimes, et puis la préfecture qui joue le jeu en fait, qui travaille avec nous aussi pour améliorer la réglementation. Et c'est ça aussi qui est chouette dans ces projets-là, c'est que ça rassemble tout le monde autour de la table. On est obligé de dire voilà, il y a ce problème-là, et il va falloir qu'on travaille tous ensemble pour trouver des solutions, et pour faire plus attention. Donc tout le monde ne joue pas toujours le jeu, et des fois c'est compliqué. Mais par contre, on a aussi des acteurs qui sont impliqués et qui ont envie d'améliorer les choses. On travaille avec les ports, on travaille avec les loueurs de bateaux, avec les pêcheurs, voilà. On communique tous autour de ça. Et la sensibilisation, c'est hyper important aussi pour faire évoluer ces projets. Ouais. Mon animal préféré, c'est le requin-marteau. Est-ce que tu en as déjà vu en plongée? Alors, j'ai vu un requin-marteau, mais pas un grand requin-marteau. Je sais pas, toi, lequel c'est ton préféré, si tu les aimes tous pareil, mais Bah, tous. tu les aimes tous.
Alors j'en ai vu un petit quand j'étais en Polynésie une fois, mais écoute, j'espère que 2025 sera synonyme pour moi de requin-marteau parce que normalement je retourne en Polynésie et j'espère aller voir, notre ami commun, Antonin. Oh, trop bien! Donc bon, peut-être qu'il me fera faire une petite visite et que j'irai voir, moi aussi les requins-marteaux. Quel est ton animal préféré sous-marin à toi? Alors, bah, je pense que ça va être un peu cliché au final. Mais c'est vrai que mon électrochoc, comme je te le disais tout à l'heure, ça a été quand j'ai travaillé avec les tortues en Polynésie. Donc c'est vrai que la tortue marine, elle occupe une grosse place dans mon cœur et je pense que j'en ai pas fini avec elle. J'espère qu'on se retrouvera sur d'autres projets peut-être un jour, mais ça reste, je pense, mon animal totem sous-marin. Est-ce que tu as une plongée favorite ou une plongée qui t'aurait particulièrement marqué? Elle est toujours dure cette question, je trouve, parce que honnêtement, j'aime toutes les plongées que j'ai faites, même les peut-être celles où j'ai vu moins de choses ou alors j'ai plus souffert du froid ou voilà. C'est toujours très agréable et je découvre toujours des super choses. Franchement, je sais pas, je pourrais te dire oui, j'en ai fait des super belles en Polynésie, mais j'en ai fait des magnifiques en Méditerranée. Il y a peu, j'en ai fait une aussi avec, 2 de mes collègues. C'était en Méditerranée, c'était super beau, il y avait des paysages, que j'avais jamais vus. Au-dessus des herbiers, des fois, j'adore, tu vois, des trucs fous. Franchement, je pense pas que je saurais trancher sur une plongée en particulier. Il y a toujours des très belles choses à voir sous l'eau pour qui veut bien ouvrir les yeux. Et je pense que c'est important aussi de remettre sur le podium la Méditerranée parce qu'on a quand même des très très beaux endroits. Et j'entends beaucoup trop de plongeurs dire qu'ils sont allés plonger en Égypte ou en Polynésie et que du coup ils veulent plus mettre la tête en Méditerranée parce que c'est pas aussi beau et je pense que c'est pas vrai. Je pense que vraiment en Méditerranée, on a des paysages magnifiques et qu'il y a beaucoup de choses à voir et qu'il faut s'y intéresser fortement. Donc j'ai envie de te dire que mes plus belles plongées sont en Méditerranée malgré celles que j'ai faites à l'étranger. Est-ce qu'il t'arrive d'avoir peur ou de ressentir des appréhensions quand tu plonges? Non, ça m'est jamais arrivé parce que je pars du principe que le jour où j'ai une appréhension ou que je me sens pas d'aller plonger, il faut pas que j'y aille, tout simplement. Parce qu'en plus, il y a d'autres personnes qui dépendent de moi sous l'eau et que je veux qu'on ait pleinement confiance en moi quand je pars avec d'autres personnes. Mais ça m'est jamais arrivé. J'ai confiance en mes capacités sous l'eau, ce qui n'est pas forcément toujours le cas sur Terre. Donc autant que j'en profite dans le milieu où je me sens bien. J'ai jamais eu d'appréhension, j'ai surtout de l'excitation en général d'aller sous l'eau, de voir de nouvelles choses, d'apprendre aussi parce que j'ai quand même la chance de plonger avec beaucoup de personnes qui ont des expériences folles et qui ont la patience de me montrer beaucoup de choses. Donc non, pas d'appréhension. Il faut toujours aller sous l'eau en étant bien dans sa tête, en étant concentré à ce qu'on fait parce que voilà, ça reste un milieu qui n'est pas le nôtre. Et il faut avoir conscience de ça et avoir conscience de ce qui peut se passer. Il faut pouvoir réagir et agir, donc voilà, il faut y aller sereinement, avoir confiance. Est-ce que pendant vos nombreuses plongées méditerranéennes, vous avez déjà croisé des requins? Alors, chez Andromède, oui, puisqu'on a croisé les requins-anges, on a croisé, je pense, pas mal de petites choses. Après, moi, sur les missions que j'ai faites, j'en ai jamais croisé. J'en ai croisé, en Atlantique, pas en Méditerranée et pas avec Andromède. Mais oui, oui, chez Andromède, ils ont des tas d'histoires, impressionnantes à raconter avec, des rencontres d'un peu plein de choses, hein. Est-ce que tu avais posé cette question à Antonin? Non. Non? Ah, ça serait peut-être une question intéressante à lui poser. Je lui demanderai, je te dirai, parce qu'à mon avis, lui, il a dû peut-être vivre une expérience requin en Méditerranée. Moi, j'ai pas encore. C'est un rendez-vous que je leur donne s'ils nous écoutent. N'hésitez pas à venir sur mes plongées méditerranéennes. Justement, on va bientôt, peut-être recevoir, Antonin pour un nouvel épisode. Ah, trop bien. Le retour. Le retour, bah, c'est bien parce qu'il va avoir plein de nouvelles choses à raconter. Et c'était quand? C'était il y a 1 an ou il y a 2 ans que vous aviez fait le podcast avec lui? Ouais, c'est, un petit point annuel sur, l'évolution de la mission. Ah, trop cool. Bah, ça a bien évolué, donc je pense qu'il va être ravi de vous en parler. C'est très chouette. C'est un beau projet, ça aussi. Et j'espère que ça va être rendu visible largement. C'est très chouette ce qui a été fait. Quel conseil tu donnerais aux étudiants qui, aujourd'hui aimeraient s'orienter vers des études afin de faire un travail, comparable au tien? Je leur conseillerais de se rapprocher de personnes qui font actuellement ce travail-là et surtout de prendre des initiatives à côté de leurs études. Parce que ce qui est compliqué aujourd'hui, c'est qu'il y a des très beaux diplômes de biologie marine à plein d'endroits en France. Mais il faut se dire qu'à la fin de ton master ou de ta licence, tous les élèves qui sont avec toi, ils ressortent avec le même diplôme.
Et ce qui va vraiment jouer à la sortie, c'est ce que toi, tu auras fait à côté. Donc, est-ce que tu es allé voir d'autres personnes pour faire du bénévolat? Est-ce que tu as fait des stages? Est-ce que tu as passé ton permis bateau? Est-ce que tu as fait de la plongée? Voilà, aujourd'hui, forcément, quand tu sors du master, on va peut-être plutôt privilégier des gens qui ont déjà une relation étroite avec l'environnement marin, donc qui sont peut-être plongeurs ou alors navigateurs ou qui ont fait du bénévolat ou qui ont fait des stages, voilà, qui en tout cas ont amené des compétences que leurs études ne leur offrent pas forcément. Il faut égayer ton CV, il faut montrer que c'est ta passion et du coup, il faut aussi développer des outils à côté. Quels sont tes futurs projets? Alors, mes futurs projets, écoute, chez Andromède, mes futurs projets, ça reste là de regarder un petit peu tout ce qui s'est passé cette année sur Donia, sur Repic et sur la Posidonie pour essayer de comprendre comment on peut améliorer l'application, comment l'année prochaine on peut encore améliorer Repic, trouver peut-être aussi d'autres endroits où on pourrait restaurer. Mes projets, en tout cas, restent très Posidonie pour le moment et ça me convient très bien. Après, comme je te le disais tout à l'heure, faire un petit saut quand même en Polynésie, voir Antonin et les requins marteaux, ça serait sympa. Et puis continuer surtout de plonger. Moi, j'ai très envie d'évoluer dans ce milieu-là, donc faire plus de missions peut-être différentes avec mes collègues, que ce soit sur les récifs coralligènes ou sur les stations d'épuration. Ou voilà, participer aussi aux autres projets d'Andromède peut-être plus activement pour que j'évolue encore davantage en plongée et que dans les années qui suivent, j'ai de quoi peut-être finir par effectivement aller avec mes copains sur des Gombessa, à savoir. Quand est-ce qu'on plonge ensemble? J'adorerais, ça serait très chouette. Écoute, il faut qu'on cale une date. Je sais que tu as posé la même question à Antonin, alors peut-être qu'on va réussir à plonger tous ensemble, mais si c'est pas le cas, dès que vous revenez près de Montpellier, vous me faites signe et ce serait vraiment très chouette. Je serais très contente de plonger avec vous. Je pense qu'on se l'était déjà dit à la fin de ton stage, Lucie. Et à un moment, il va falloir qu'on rende ça concret, donc, donc Ouais. vous me dites, dès que vous êtes disponible. Et bon, en même temps, vous voulez venir plonger avec moi, mais de l'autre côté, vous allez plonger en Polynésie, vous allez plonger à La Réunion, donc moi je veux bien, mais il faut revenir un peu aussi. On reviendra. On doit déjà plonger avec Antonin et Laurent, alors il faudrait qu'on se fasse une plongée tous les 3. Là, on fait le combo, on fait la totale, on plonge tous ensemble, et comme ça, on aura tous répondu à nos promesses. Comme je dis à chaque fois, pas trop profond. T'inquiète, on fera comme tu le sens. Merci beaucoup, Johan. Ça nous a fait très plaisir de t'accueillir. On te félicite pour ta certification recycleur et on espère que tu vas continuer à t'éclater en plongée. Dans la saison 2 du podcast, Franck Laurin et Nathalie Lasselin nous disaient qu'il y a de l'espoir et que tout n'est pas perdu pour la Méditerranée, notamment grâce aux initiatives de gens et d'entreprises comme vous. Alors on a hâte de pouvoir plonger en Méditerranée, peut-être avec toi, pour découvrir toutes les merveilles sous-marines cachées. Merci beaucoup à tous les deux de m'avoir accueilli sur le podcast, ça me fait très plaisir. Et ouais, il y a encore de l'espoir, il y a des très belles choses qui sont faites, il y a beaucoup de personnes qui se battent en tout cas pour la bonne santé de la Méditerranée. Donc il faut continuer aussi à faire ce que vous faites, hein. Vous faites partie de ceux qui sensibilisent et qui donnent une voix à ces personnes-là, c'est hyper important. Donc merci de le faire, continuez à le faire. Et puis j'espère plonger avec vous très bientôt moi aussi. Merci et à bientôt. Salut! Au revoir. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à mettre un petit cœur ou un pouce en l'air. Vous pouvez aussi nous mettre 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. Retrouvez-nous aussi sur Instagram, LinkedIn, YouTube, Facebook ou sur notre site lesplongeurspadawan.com. À bientôt pour un nouvel épisode.